Bon, donc j'ai dit, la dernière fois, on s'est arrêté lors du cours en présentiel sur un exercice que j'avais demandé à faire. Plusieurs étudiants m'ont envoyé des solutions. La plupart étaient fausses. J'ai répondu à certains, mais pas à tous. Voilà, donc manque de temps, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'ai répondu à quelques-uns, du moins là où il y avait des erreurs flagrantes, j'ai répondu en leur expliquant leur erreur. Maintenant, on passe à la correction. Donc là, ça va être un exercice. Voilà. Pourtant, j'avais expliqué en présentiel, on avait pris le temps de développer les items, donc je ne comprends pas qu'un étudiant puisse se tromper sur des items. On a été doucement et dans le détail, et j'ai laissé pour le présentiel. On commence, c'est pas grave. Donc voilà l'exemple que j'avais donné. Donc S me donne la règle, me donne AA. Attendez, donc le S qui donne AA, le A qui donne petit a grand A slash B. Donc là, j'ai commencé par calculer les débuts de A. Ça peut être, parce que ça va être utile par la suite. Donc, et la première question, c'est un exercice dans lequel il y a deux questions. La première question, G est-elle LR1? J'ai envoyé le corrigé. J'ai envoyé cette partie ou pas? Est-ce que j'ai envoyé cette partie? En principe, oui. Vous ne savez pas? Non, madame, j'ai rien reçu. Vous n'avez rien reçu? Ok, donc je l'enverrai tout à l'heure. G est-elle LR1? Donc là, bon, il y a un étudiant qui arrive encore. Bon. Donc je disais, I0 égale, donc on commence toujours par Z, nous donne point S virgule dièse. Le point, il précède le S, donc j'effectue une fermeture du S. Donc j'ai S qui me donne point AA virgule dièse. Et là, j'ai le point qui précède le A, fermeture du A. Donc A me donne point AA et A me donne point B. J'effectue la fermeture du A avec quoi? Avec les débuts de ce qui vient après le grand A. Les débuts de A dièse. C'est quoi le début de A dièse? Je prends tout simplement le début de A, c'est AB. Dans le cas où le A me donnait epsilon, j'aurais eu le dièse en plus. Donc là, virgule A slash B, virgule A slash B. Je m'arrête là. Après, je fais, donc il n'y a plus de fermeture à faire, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Je fais un goto de I0 avec grand S. Donc ça me donnera Z me donne S point virgule dièse, et le goto, il permet de décaler le point d'une position à droite. Ça, c'est l'item I1. Je fais aussi un goto du I0 avec grand A. Je fais aussi un goto de I0 avec grand A. Quand tu fais le goto de I0 avec grand A, ça va te donner S qui donne A point A. Et le fait d'avoir encore le point qui précède le grand A, tu dois faire une fermeture du A. Donc, une fermeture du A, c'est-à-dire que A me donne point AA, virgule quelque chose, A me donne point B, virgule quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Je prends les débuts de ce qui vient après le A, dont j'ai effectué la fermeture. Donc, ce qui vient après, c'est le dièse. Donc, je mets le dièse ici et le dièse ici. C'est bon, il n'y a plus rien à faire. Je reviens à I0. Je fais cette fois-ci un goto de I0 avec le petit a. Quand je fais le goto de I0 avec petit a, la plupart des étudiants se sont trompés sur le I3. Donc, dans les solutions que j'ai reçues, l'erreur, c'était à ce niveau-là. Donc, je prends à partir du I0, l'item qui commence, où j'ai le point qui précède le A. Donc, je fais un A point, grand A, virgule, A slash B. Cet item, il vient d'ici. J'ai fait un goto, donc il y a eu un décalage à droite du point. Maintenant, puisque le point précède le A, j'effectue une fermeture du A avec tout ça, avec le A slash B. Donc, fermeture du A, c'est A me donne point AA, virgule, A slash B, A me donne point B, A slash B. Je fais un goto de I0
avec le B aussi, parce que j'ai le point qui précède le B, ça me donnera A donne B point virgule A slash P. Avec ça, donc à ce point-là, au niveau de I4, j'aurai terminé avec tout ce qui concerne le I0. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Madame, Oui, s'il vous plaît. Madame, lorsqu'on a après le point un non terminal et qu'on applique la fermeture. après le point, un non terminal, par exemple, à ce niveau, par exemple au Oui, niveau oui, de voilà. I0. Madame, Oui, lorsqu'on applique la fermeture, les nouveaux items, on va les mettre dans le même ensemble bien sûr, l'item bien sûr, regarde. générateur. Bien sûr, regarde, le point A, le point il précède le A, donc j'ai effectué une fermeture du A dans le même ensemble I0. D'accord? Tu changes d'ensemble seulement D'accord, quand tu fais le goto. Quand tu effectues une fermeture, tu restes dans le même ensemble. Et donc, tu fais une fermeture du A, et qu'est-ce que tu mets après la virgule? Le début de ce qui vient après ce A pour lequel tu as fait la fermeture. Donc, les débuts de tout ça. Le début de A dièse. D'autres questions? C'est clair? Madame, Oui, dans I3, oui, vous avez dit S donne à point grand A. oui. C'est pas grand A qui donne à point grand A. Ah non, non, c'est une erreur de frappe. C'est une erreur de frappe. C'est le grand A. Parce que c'est une erreur de frappe parce que j'ai effectué un copier. Bon, erreur de frappe tout simplement. Donc, à partir de, je vais rectifier. Donc là, à partir de I0, j'ai pris ça. C'est là où le point précédait le petit a. Donc, je fais un goto I0 avec petit a. Et donc là, c'est A qui me donne A point grand A. Il n'y a pas de S qui donne A point. Ça vient de là. Donc, c'est exactement cet item où j'ai décalé la position du point à droite. Donc là, c'est un grand A. Je vais rectifier tout de suite. D'accord, merci. Après, donc jusque-là, c'est bon? On a fini. Donc là, c'est une erreur de frappe, c'est grand A. Et bien sûr, quand j'ai décalé, je trouve encore le point qui précède le gars et je fais une fermeture du grand A. C'est bon. Donc là, c'est I4, c'est bon, on en a parlé. Maintenant, on passe à I1. I1, dans l'item I1, le point, il précède la virgule. Donc, il n'y a plus rien à faire, je l'oublie. Je passe à I2. Ah, j'ai le point qui précède le grand A, j'ai le point qui précède le petit a et le point qui précède le B. Donc, il y a du travail. Je vais faire des goto avec les trois, avec le grand A, le petit a et le petit B. Quand je fais un goto de I2 avec grand A, quand je fais un goto de I2 avec grand A, qu'est-ce qui va se passer? Je vais décaler à droite. Donc, je vais avoir S me donne A à point, virgule dièse. C'est bon, il n'y a plus rien à faire. Quand je fais un goto de I2 avec petit a, ça va me donner A, point, grand A, virgule dièse. C'est celui-là. Là aussi, c'est l'erreur de... Là aussi, il y a une... Je vais rectifier tout de suite. Je vais rectifier. Attendez, je vais rectifier tout de suite. Madame, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez répéter le état là. Pourquoi vous avez fait le A donne le petit A et point A, un grand A deux fois? Attends, je suis en train de rectifier.
Voilà. Donc, on était là. Donc, on était sur le I5. Donc, c'est bon. On était... Alors, on était sur le I2. Donc, on a dit, dans le I2, on a le point qui précède le grand A, le point qui précède le petit a et le point qui précède le petit b. Donc, on fait un goto de I2 avec grand A, un goto de I2 avec petit a et un goto de I2 avec petit b. Quand je fais un goto I2 avec grand A, regardez, j'étais là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le S va me donner le A à point virgule dièse. Quand je fais le goto I2 avec petit a, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner le A qui donne A point grand A, virgule dièse. Et puisque le point précède le grand A, j'effectue la fermeture du A. On a expliqué lors du dernier cours sur un exemple. Pendant le cours, on a détaillé ça. On a dit à chaque fois que le point précède un non terminal, on doit effectuer une fermeture du non terminal. Donc, je vais avoir grand A qui me donne point A, grand A, virgule dièse. Grand A me donne point B, virgule dièse. Ça, c'est le I2 avec petit a. Concernant le I2 avec petit b, quand je vais faire un goto de I2 avec petit b, je vais avoir A qui donne B point virgule dièse. Là, il n'y a plus rien à faire. Je regarde le I3. Le I3, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous avez le point A, vous avez le petit a, vous avez le petit b. Donc, quand vous faites un goto de I3 avec grand A, c'est pareil, vous allez décaler le point à droite. Donc, ça va me donner A grand A point, virgule A slash B. Ce qui vient après la virgule ne change pas quand je fais un goto. Quand je fais aussi un goto de I3 avec petit a, ça va me donner quoi? A point grand A, virgule A slash B. Fermeture du A, cette fois-ci avec le A slash B. Donc, je fais la fermeture du A. Voilà. A me donne point A, virgule A slash B. A me donne point B, virgule A slash B. Ça, c'est pour le goto de I3 avec petit a. On doit faire aussi le goto du I3 avec petit b. Goto de I3 avec petit b va me donner A donne B point. A donne B point, on descend. I3 avec petit b, ça va nous donner, regardez le I3 avec petit b, ça va nous donner un B point, virgule A slash B. C'est ça voilà, c'est le B point slash B. On a fini avec le I3. On regarde le I4. Dans le I4, le point précède la virgule. Il n'y a plus rien à faire. Dans le I5, le point précède la virgule. Dans le I6, il y a des choses à faire. Donc, on va s'attaquer à I6. On va faire un goto du I6 avec le grand A, avec le petit a et avec le petit b. Quand on fait un goto de I6 avec grand A, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez décaler le point, on est là. Vous allez décaler le point à droite. Plus rien à faire. Quand vous faites un goto du I6 avec petit a, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver un A qui donne A point grand A, virgule dièse. Du coup, le point, il va précéder le grand A. Et donc, ça va nécessiter une fermeture du grand A. Et donc, c'est exactement le même ensemble. Donc, goto de I6 avec petit a, c'est exactement le même ensemble que I6. Et donc, je ne lui donne pas un autre nom. Je lui donnerai le même nom. Je l'appellerai pareil par I6. Est-ce qu'on a compris pourquoi ici c'est la même chose? On a compris? Très bien. Donc, maintenant, on fait un goto de I6 avec petit b. On a compris pourquoi goto I6 avec petit a, c'est la même chose que c'est I6? Oui, madame. Ceux qui ont travaillé l'exercice, ça vous permet de comparer. Et en comparant, vous allez vous-même vous rendre compte de vos erreurs pour ne plus les refaire. Pour ceux qui ont fait l'exercice. Donc, on fait un goto de I6 avec petit b. Ça va nous donner un A qui donne B point virgule dièse. Et ça, on l'a déjà, regardé. On l'a déjà, le B point virgule dièse. A qui donne B point virgule dièse, ça s'appelle I7. Donc, je ne vais pas créer un nouveau.
Donc, je vais dire tout simplement que goto I6 avec petit b, c'est I7. Donc, au fur et à mesure, quand vous construisez un nouvel ensemble, quand vous faites un goto, vous construisez un nouvel ensemble, il faut vérifier par rapport aux ensembles que vous avez précédemment. Si vous générez, si c'est le même ensemble que vous avez déjà rencontré, vous lui donnez ce nom-là, vous bouclez. Et si c'est quelque chose de nouveau, vous lui donnez un nouveau nom. Maintenant, s'il existe et vous donnez un nouveau nom, c'est faux. Votre table sera fausse. Donc, il faut faire gaffe, il faut faire attention à ce type d'erreur, d'accord? À la création, tu vérifies. On a terminé avec le I6, on va au I7. Dans le I7, il n'y a rien à faire. On va au I8, il n'y a rien à faire. On va au I9, il n'y a rien à faire. Voilà. Et donc, on a fini avec la construction de l'ensemble des items. Est-ce qu'il y a des questions? Je remets à partir du début. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Allons-y. Madame, Oui. vous allez dire une analyse d'une chaîne. Non, 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 non. Ce n'est pas le but de la séance. L'analyse d'une chaîne s'est faite pendant le TD. Et ça s'est fait pendant le TD. Oui ou non? Avec LL1. Avec LL1. Oui. L'analyse d'une chaîne avec LR1, on avait fait ça en présentiel. Et Oui, on l'a fait. on a fait ça en présentiel. D'accord, donc ce n'est pas le but de la séance. Là, je dois faire LR1. Pourquoi je fais cet exercice? Ce n'est pas pour faire les exercices. C'est pour enchaîner avec le cours de LALR et je dois commencer les formes intermédiaires. Aujourd'hui, c'est la base de l'analyse sémantique. D'accord? Voilà, donc on ne va pas faire une analyse aujourd'hui. Vous avez fait l'analyse. Vous avez fait l'analyse. Je ne sais pas si en TD, je ne me rappelle plus de ce que j'avais mis dans la série d'exercices. Peut-être que vous avez une question, mais peut-être pas, ce n'est pas grave. Il suffit qu'on te montre comment faire l'analyse une seule fois, c'est bon. Tu reviens sur ce qu'on a fait en présentiel. Un seul exercice suffit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous rabâche à chaque fois, qu'on refasse ce qu'on a fait plusieurs fois. Une seule fois, tu as le déclic, c'est bon. Vous êtes en 3e année. Donc, c'est bon, j'ai terminé avec LR1. Donc, à partir de là, on va construire notre table d'analyse. Madame, Oui. s'il vous plaît, il y a des gens qui attendent que vous acceptiez leur invitation. Et donc, c'est les retardataires. Ça, c'est pas les gens, c'est une personne. Ce n'est pas les gens qui attendent. Depuis tout à l'heure, j'accepte. Il est 13h29. Il y a une personne qui attend. Romeysa Mtchkoun. Donc, là, on passe à la construction de la table d'analyse. Donc, la table d'analyse, j'avais dit que c'est une table dans laquelle chaque ligne correspond à un ensemble d'items. Donc, vous avez de I0, I1, I2 jusqu'à I9. Et au niveau des colonnes, vous avez les non-terminaux et vous avez les terminaux et une colonne aussi pour le dièse. Et vous construisez en appliquant l'algorithme que j'avais donné. Voilà, il y a un autre qui arrive. Bon. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement regarder et faire le goto. Vous avez goto I0 avec S, c'est I1. Donc, au niveau de la table, tu mets I0 avec S, I1. On a I0, goto I0 avec grand A, c'est I2. Donc, je mets I2. On a I0 avec petit a, I3. Donc, comme le petit a est un terminal, on ne va pas faire I3 tout court. On va faire décaler I3. La même chose, goto I0 avec B, donc décaler I4. I1 avec le dièse, on a le point. Dans l'ensemble I1, on a Z qui donne S point virgule dièse. Comme la règle Z qui donne S est une règle fictive qu'on a ajoutée, donc cela correspond à une acceptation, ce n'est pas une réduction. Goto I2 avec grand A, I5. I2 avec grand A, c'est décalé I6. I2 avec B, c'est décalé I7. Partout de la même façon. C'est les goto que j'applique pour trouver tous ces I et tous ces décalages quand il s'agit d'un terminal. Maintenant, on regarde
là où on a le point tout à fait à droite. Regardez, je prends à titre d'exemple. Dans le I4, on a le point tout à fait à droite de la règle A qui donne B. La règle qui donne A qui donne B, elle porte le numéro 3. Il faut numéroter vos règles. Donc, puisque la règle A qui donne B, c'est la règle numéro 3, et après la virgule, j'ai le A / B, donc je vais dire tout simplement I4 avec la colonne A et la colonne B. Donc, l'action correspondante à ces deux cases, ça va être une réduction par la règle 3. Donc, I4, voilà, donc I4, A et B, c'est une réduction par la règle 3. Et j'applique ce principe partout. Donc, vous commencez d'abord par faire les I, vous faites aussi les décalages et les I, ça c'est l'application directe du GoTo. Et après, vous remarquez là où il y a le point qui précède la virgule, vous récupérez la règle et vous faites une réduction. Avec quoi? Avec ce qui vient après la virgule. Et comme vous êtes au stade de LR1, LR1 c'est très simple, tant que ce n'est pas du LRK, il n'y a rien à faire. Donc vous récupérez juste ce qui vient après la virgule. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour LR1. On remarque donc, on regarde notre table et on remarque que notre table d'analyse LR1 est monodéfinie. Puisque la table d'analyse LR1 est monodéfinie, donc on déduit que la grammaire G est LR1. Voilà, on a fini l'exercice, on a terminé le côté LR1, donc on va passer à LALR s'il n'y a pas de questions. Allez-y si vous avez des questions précises. Pas une question pour refaire un cours. Une question précise. Allez-y. Pas de questions? Ça veut dire que tout a été maîtrisé. Très bien. On continue LALR. Donc là, on va passer à une autre méthode d'analyse, toujours méthode d'analyse syntaxique ascendante. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc l'analyse LR1, c'est une méthode optimale. D'accord? Elle est optimale, elle est facile à implémenter. On a vu que c'est très facile à implémenter parce que il suffit juste de générer les items, soit en utilisant un outil, soit tu le fais à la main. D'accord? Et puis tu as une table, tu construis ta table et tu implémentes ta table sur machine. Voilà. Et le travail est fait. Ensuite vient l'analyseur, c'est l'algorithme qu'on a appliqué pour la construction qu'on a fait pour analyser une chaîne. Donc ça, c'est un algorithme que tu appliques. Donc ce que tu vas implémenter réellement dans ton compilateur, ça va être la table d'analyse qu'on vient de construire, cette table, cette matrice, avec un petit algorithme qui permet d'empiler, d'épiler, empiler, d'épiler et d'appliquer les actions. Donc un algorithme qui travaille avec une pile, tout simplement. Voilà. Maintenant, le problème majeur de cette table d'analyse, c'est sa taille. Pourquoi? Parce que là, on a pris des exemples avec quelques terminaux. Du coup, on a quelques colonnes. Mais si quand le nombre, là, là, vous avez remarqué que sur l'exemple qu'on a pris, on a deux terminaux. Regardez, on a deux non-terminaux et on a deux terminaux. Donc, le S et le A comme non-terminaux et le petit a, petit b comme terminaux. Vous avez remarqué qu'on a atteint quand même 9. Et c'est ça la table qu'on a pu déduire. Donc, imaginez sur un langage réel. Un langage réel, dans un langage réel, vous avez toutes les instructions, vous avez différentes... Il y a les déclarations, il y a les instructions, et les instructions simples, les instructions structurées, vous avez plusieurs boucles, vous avez plein de choses. Donc, vous imaginez le nombre de non-terminaux que vous allez avoir, et aussi pour les terminaux, c'est-à-dire il y a beaucoup d'entités lexicales que vous allez manipuler. Du coup, ça va être quand même une matrice assez importante. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que le problème majeur de la taille est la taille de la table d'analyse. Donc, pour cela, une méthode d'analyse qui est plus simple, c'est-à-dire qu'elle se base toujours sur la méthode LR1, c'est-à-dire elle se base toujours sur la construction de l'ensemble canonique des items LR1.
sauf qu'on va faire une fusion, on va faire une union entre certains items qui vérifient certaines conditions. Et le but, c'est tout simplement d'arriver à une table qui est plus réduite. Et j'entends par la réduction du point de vue ligne. Je ne vais pas réduire le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du langage. Vous avez une colonne pour chaque terminal et donc vous avez une colonne pour chaque séparateur. Là, on ne peut rien faire. La réduction va se faire sur les lignes, au niveau des lignes. Donc, il y aura une réduction. Au lieu d'avoir un II et un IJ, dans certains cas, on pourra regrouper la ligne de II avec IJ. Et on va voir quelles sont les conditions pour pouvoir appliquer ce principe. D'accord? Donc, donc ça, c'est la méthode LALR1. Et c'est la méthode la plus appliquée dans la conception de la plupart des compilateurs actuels. Donc, la méthode de Madame, construction de cette table, oui. vous pouvez accepter. Il veut entrer dans la réunion. Encore oui. Moi, je suis sur autre chose. 3, 4. Et vous voyez, donc, à 37, c'est le délégué. C'est le délégué. C'est le délégué qui a parlé ou c'est qui? Ah non, madame. C'est qui? Un autre étudiant. Donc, vous voyez que les retardataires, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il est 13h37. J'ai commencé le cours, j'ai été à 50, à midi 50 en face de ma machine. J'ai fait une erreur, c'est que je me suis connectée et j'ai envoyé un autre lien aux deux délégués. D'ailleurs, ils vont Oui, madame, justement, madame. L'autre lien. Voilà. Une fois que j'ai vu qu'il était 13h05, vous étiez ailleurs. Donc, je me suis mise à chercher dans mes emails pour retrouver l'ancien lien. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à 13h05. Mais entre 13h05 et 13h38, il y a une vie. Pour moi, une demi-heure, c'est une vie. Tu rates une demi-heure d'un cours. Qu'est-ce que tu vas comprendre après? Tu as perdu le fil. Ça, c'est une chose. Une autre chose, moi, quand je suis en présentiel, j'accepte les étudiants, même quand ils viennent en retard, je m'en fous. Ils veulent sortir avant le cours, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'ils ne dérangent pas ses camarades et qu'ils ne me dérangent pas mon cours. Donc, soit vous assistez, encore quelqu'un, on va l'accepter. Bon. Voilà. C'est pas grave. On continue notre cours. Madame, il y a une extension de Chrome qui accepte automatiquement les demandes d'entrée dans la réunion Meet. D'accord. Après, bon, je n'ai pas eu le temps peut-être de chercher, mais bon, après, tu restes connecté et tu me dis, bon, quel est le rôle pour faire vite. Ça serait bien pour ne pas déranger les cours. Oui, merci, Okay, madame. Alors, donc, je reviens au cours. Donc, je disais que l'analyse syntaxique LR1, elle est optimale, elle est intéressante et tout, sauf que la table peut être très encombrante. Et quand la table est très encombrante, automatiquement, ça va se répercuter sur le temps d'exécution du compilateur. Et donc, ça va donner un compilateur lourd. C'est la raison pour laquelle la méthode LALR a été proposée. C'est pour optimiser du point de vue taille de la table d'analyse. C'est exactement le même principe de construction de la table d'analyse. Elles se ressemblent, c'est les deux méthodes qui se ressemblent. Je vous ai dit juste, on va voir comment appliquer cette méthode. Donc, les étapes de la construction de la table d'analyse LR1 sont les suivantes. Vous commencez toujours par, au même titre que LR1, vous commencez par construire l'ensemble canonique C, dans lequel vous allez trouver les ensembles I0, I1, I2 jusqu'à IN, des items LR1 de la grammaire syntaxique. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous construisez vos items. S'il y a des erreurs dans l'ensemble de vos items, que ce soit la table LR1, que ce soit la table LR1, les deux, elles seront fausses. Donc, vous faites attention à ça. Ensuite, pour chaque ensemble II de C, quand j'entends par II, c'est l'ensemble I0, I1, I2, etc., trouvez
tous les autres ensembles, toujours, d'items, qui sont constitués d'éléments ayant le même cœur. Je vais expliquer ce que c'est que le cœur. Et donc, je vais les remplacer tous par leur union. Je dis que deux items sont dits avoir le même cœur si et seulement si la partie qui précède la virgule est identique, ainsi que la position du point. Le même cœur, c'est-à-dire c'est exactement le même item, avec la position du point et la partie qui précède la virgule, elle est identique. La différence se fait au niveau de la partie qui suit la virgule. Ensuite, on va construire l'ensemble. Donc, ça va être un nouvel ensemble canonique, un nouveau ensemble canonique. Donc, ça va être l'ensemble C'. Cette fois-ci, il va être constitué de J0, J1 jusqu'à Jm. Et bien sûr, le n, il sera inférieur ou égal à n, parce que je peux me retrouver dans le cas où il n'y a aucune union à faire. Donc, les ensembles II, ils seront identiques aux ensembles JI. Et il y aura la situation où j'aurai fait une union. Et dans ce cas, je vais trouver un nouvel ensemble canonique C' qui est constitué d'ensembles JI. Et ces ensembles, certains seront identiques à II et certains vont correspondre à l'union de 2 ou de 3 I. Voilà. À partir de là, une fois que j'ai trouvé ces ensembles, je vais construire la table LR1 comme d'habitude en appliquant le même algorithme de construction. Donc là, c'est construire la table LA-LR1. Je vais rectifier là aussi. D'accord? Donc, construire la table LA-LR1. Si les unions réalisées conduisent à un conflit, d'accord? La table a un conflit au moins. Donc, si j'ai au moins 2 entrées, 2 actions dans la même case, je dirais, la table sera multidéfinie, bien sûr. Et là, je dirais que ma grammaire est non LA-LR1. Par contre, s'il n'y a pas de multi-action au sein d'une même case, je dirais que la table est monodéfinie. À partir de là, je vais déduire que ma grammaire est LA-LR. Donc là, ce que vous savez faire jusqu'à présent, c'est la construction de l'ensemble canonique. Vous savez comment faire. Vous savez comment construire la table LA-LR1. Maintenant, je vais vous montrer sur la base d'un exemple ce que je viens d'expliquer ici pour les unions. Comment faire l'union de 2 ensembles ayant les mêmes cœurs. On va accepter d'abord votre camarade et après, on va regarder notre ensemble de tout à l'heure. Regardez, ça c'est l'ensemble de tout à l'heure. Essayez de comparer les ensembles II entre eux. Regardez, le I0, il est toujours différent de tous les autres, bien sûr, parce qu'il contient le Z me donne point S. Le I0, il ne peut pas être regroupé avec qui que ce soit. Il ne peut pas avoir le même cœur qu'un autre ensemble. Le I1, il est là. Pareil, le I1, il est en question, c'est-à-dire il est toujours en rapport avec le Z. Et du coup, le I0 et le I1, ce n'est même pas la peine de les comparer. Ils seront toujours différents des autres. Je ne peux pas trouver un autre avec lequel je peux regrouper. Donc, je vais commencer à partir de I2. Je regarde bien le I2. Voilà. Je regarde bien le I2. Est-ce qu'il y a un autre ensemble qui a exactement le même nombre d'items? Par exemple, dans le I2, j'avais 3. Regardez. Est-ce que j'ai un autre ensemble dans lequel j'ai la même chose et j'ai le même cœur, les mêmes cœurs? Le même cœur, c'est-à-dire que tu vas trouver S qui te donne A point grand A, virgule, dièse. Et dans l'autre ensemble, tu vas voir S qui donne A point grand A, virgule, petit a par exemple, ou petit b, ou A slash p. Le I2, personne. Il n'y a pas, madame. Comment? Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Maintenant, Non, il n'y a pas. le I3, pour le I3, trouvez-moi un autre ensemble avec les mêmes cœurs. I6, madame. Très bien. Donc, si je regarde le I3 et si je regarde le I6,
je vois que première chose, la première des choses, c'est qu'ils ont la même cardinalité. Il faut qu'il y ait la même cardinalité. Si l'un contient 3 items et l'autre il contient 2 items, ce n'est pas bon. Donc, regardez ici, il y a 3, et là, il y a 3. Les deux, vous comparez 2 à 2. Donc, vous voyez que ces deux-là, le A qui donne A.A, A/B, et A qui donne A.A, virgule dièse, ce sont 2 items qui ont le même cœur. Le même cœur, ça veut dire que tout est pareil. Position du point et tout ce qui vient, la partie qui précède la virgule, elle est identique. La différence vient juste après la virgule. Donc là, ce qu'on va faire, puisque celui-là est identique, il a le même cœur que celui-là, cet item a le même cœur que cet item. Cet item a le même cœur que cet item. Ce que je vais faire, je vais créer un nouvel ensemble que je vais appeler I3,6. Je vais construire un nouvel ensemble qui s'appelle I3,6. L'ensemble I3,6 égale à l'ensemble I3 union l'ensemble I6. Donc, l'ensemble I3,6, ça va être, il sera toujours de cardinalité 3. Ce qui va changer, c'est après la virgule. Je vais avoir A/B/dièse, A/B/dièse, A/B/dièse. Voilà l'ensemble I3,6. Voilà, le I3,6, c'est le même ensemble que I3 et le même ensemble que I6. En fait, c'est l'union. C'est l'union des deux. Donc, quand tu fais l'union des deux, tu rajoutes juste après la virgule. Tu n'es pas obligé de refaire. Maintenant, même si tu refais, ça ne sera pas faux. L'essentiel, c'est une union. On regarde la suite. Le I4, alors, on a dit le I3. On regarde le I4. Le I4, il est pareil que le I7, oui ou non? Le I4, Oui, madame. je vais remonter. Regardez le I4 et le I7. Pareil. A me donne B point. On fait l'union. Ça va nous donner un I4,7. Le I5, A point, il n'y a pas. Et le I8, regardez, le I8. Avec I9, madame. Avec I9. Voilà. Et donc là, on va trouver les 3, le I3,6, le I4,6 et le I8,9. Pour les autres items, ils vont être pareils. Donc, l'ensemble C' dont je parlais tout à l'heure, il sera constitué de quoi? Il sera constitué de I0 parce qu'il n'a pas changé, I1, I2, I3,6. C'est ça. Donc, je vais avoir un nouvel ensemble I3,6, I4,7. Je vais avoir le I5 et je vais avoir le I8,9. Et donc, vous voyez que ma table tout compte fait, ça va être une table plus compacte, c'est-à-dire plus petite en termes de lignes. Voyez? Donc, I0, I1, I2, 3, 6, 4, 7, le 5 et le 8, 9. Et donc, comment je vais construire cette table? Je vais tout simplement regarder l'ensemble d'items, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de tout reprendre. Vous mettez juste là les ensembles, c'est-à-dire là où vous avez fait l'union. Mais les autres ensembles, vous allez les utiliser tels quels. Et vous allez vous baser sur ce nouvel ensemble qui s'appelle C', qui contient les ensembles II qui n'ont pas changé et les nouveaux ensembles que vous avez construits en faisant l'union. Donc, vous allez vous baser sur ce nouvel ensemble canonique C', et vous allez construire votre nouvelle table d'analyse qui s'appelle la table LALR1 en appliquant le même principe. En gardant à l'esprit le fait où, partout où j'avais quelque chose qui s'appelle I3, ça va s'appeler I3,6. Par exemple, regardez. Ici, voilà. Là, par exemple, pour le I8, c'était quoi? C'était GoTo I3 avec grand A qui me donne I8. Donc, puisque le 3 a été remplacé par 3,6, donc je vais remplacer. Donc là, ça va être quoi? C'est comme si j'avais GoTo I3,6 avec grand A qui est égal à I8,9. D'accord? Donc, puisqu'il n'y a plus de I3,
il n'y a plus de... Ça, je vous donne l'astuce pour ne pas refaire toute la génération. Parce que je peux trouver... on peut refaire tout. On peut refaire, d'accord, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Tu as déjà des ensembles qui sont faits. Tu as fait juste l'union entre deux ensembles. Pourquoi refaire? Donc, tu vas voir ça quand tu verras le I3, tu le verras comme I3,6 parce que le I3 a été substitué par I3,6. Quand tu verras I9, I8, tu le verras comme I8,9. Il a été substitué. Et donc là, tu peux travailler avec ça. Tu remplaces le I8 par I8,9, le I3 par I3,6. Mais après, pour les autres, tu fais attention. Par exemple, là, on avait I3 avec petit a, ça nous donne I3. Donc, décalage I3. Non, dans notre table, on va considérer le I3,6 avec la colonne A qui me donne un décalage vers I3,6. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez construire. Donc, vous voyez, comme on avait quand même une table de 10 lignes, on est passé à une table moins 3. Donc, là, vous voyez qu'on est quand même sur, on a gagné, d'accord? On est sur cette ligne. Ça, on a gagné quand même 3 lignes. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez gagner à tous les coups. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, regardez, si je compare les deux ensembles, je reviens à ma définition du cours. Là, si je compare mes deux ensembles, l'ensemble initial des items II et l'ensemble final après fusion, l'ensemble C' des items après fusion, l'ensemble des JI, regardez, là c'est un M. Et là c'est un N. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le M serait inférieur ou égal à N. Je veux dire, au pire des cas, je ne trouverai aucun... je trouverai aucun item qui a les mêmes cœurs qu'un autre item. Et donc, au pire des cas, je n'aurai aucune union à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit la grammaire, tu ne vas jamais perdre. Donc, la LALR, la taille de la table d'analyse LALR, elle est toujours inférieure ou égale à celle de la table LR. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Avec ça, on a terminé. Donc là, si on regarde notre table, après, bien sûr, comme d'habitude, tu regardes ta table. Là, tu remarques que maintenant, je vous donne une astuce, juste pour que vous puissiez vérifier vous-même vos... Là, regardez-moi. Regardez la table I3 et regardez la table I6. Plutôt, c'est ça, on a regroupé entre I3 et I6. Regardez, essayez de faire l'union. Essayez de faire l'union. Regardez. I8 avec I9, il me donne quoi? I8, 9, madame. Décalé I3 avec décalé I6. Décalé I3, 6. Décalé I4 avec décalé I7. Décalé I4, 7. Voilà. C'est-à-dire que tu peux toi-même vérifier que tu ne t'es pas trompé. Tu trouves quelque chose de logique. Voilà. Supposons que là, j'ai trouvé un I5 et là, j'ai trouvé un I9 et le reste est bon. Et moi, j'ai vu dans mes ensembles que le I3 le I8 devait être regroupé avec I9. Si je trouve un I5 ici, c'est une wahdi, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Et là, je vais dire, non, il y a une erreur quelque part, je me suis trompée. Regardez, donc là, vous êtes d'accord que le regroupement entre 3 et 6 me donne quelque chose de correct. Regroupez le I4 avec I7. On a dit que le I4 devait être regroupé avec I7. Faites le regroupement avec entre I4 et I7. Regardez. Vous allez avoir R3 avec vide, c'est R3. R3 avec vide, c'est R3. Et le vide avec R3, c'est R3. Vous allez allez-y vers votre table. Regardez la ligne de I4,7. Il y a le R3, R3, R3. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une union entre des lignes de façon à ce que tu gagnes l'espace qui était vide. Tu ne gaspilles pas de l'espace. Quoi? On fait un chevauchement, madame. Justement, c'est pas. Tu fais pas. En fait, tu l'appelles chevauchement. Je fais une union. Un chevauchement, c'est-à-dire, ça peut générer une double action. On dit quand il y a un chevauchement. C'est quoi un chevauchement? C'est-à-dire que les deux se disputent la même chose.
Je peux me retrouver dans un cas de chevauchement. Ça, c'est un cas de multidéfinition. Mais ça ne va pas créer toujours un problème. Le chevauchement, c'est un problème. Mais dans notre cas, il n'y a pas eu de problème. Regarde, tu as fait là, ce R3 avec le vide, R3 avec vide, et ce vide avec R3. C'est bon. J'ai trouvé une ligne I4-7, au lieu d'avoir une I4, une ligne I4 dans laquelle il y a 2 réductions, et une ligne I7 dans laquelle il y a une seule réduction. Je vais trouver dans cette nouvelle table une ligne qui s'appelle I4-7, dans laquelle il y a 3 réductions. D'accord? Donc là, c'est intéressant dans le sens où on gagne du point de vue espace qui a été réservé et non utilisé. C'est le principe de l'informatique. Et voilà, donc vous voyez, mais vous ne pouvez pas, bon, pour les étudiants qui veulent juste travailler, développer la table I4, la table LL1 et après essayer de bricoler, non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez vu comment j'ai vérifié que les cœurs étaient identiques. Et quand les cœurs sont identiques, je fais l'union, je fais la construction. Regardez comment j'ai fait. J'ai fait un regroupement des ensembles d'items ayant les mêmes cœurs. Donc, j'ai regroupé ces ensembles d'items et à partir de là, j'ai construit ma table. Je peux me permettre de vérifier en utilisant l'autre. D'accord? Ou bien, vous pouvez même regarder à partir de cette table et vous allez remplacer. Regardez, I1, I2, il ne change pas. Décalé I3, il devient décalé I6. Décalé I4, il devient décalé I7. I1, il ne change pas. I2, I5, il reste I5. Décalé I6, il devient décalé I3, 6, etc. Donc, vous avez plusieurs façons de travailler, chacun a sa méthode et ses astuces, vous avez compris. Avec ça, on a terminé l'analyse syntaxique. Donc, jusqu'à présent, on a fait le chapitre THL, on a fait l'analyse lexicale, on a fait l'analyse syntaxique descendante, la méthode LL1, on a fait l'analyse syntaxique ascendante, méthode LR1 et méthode LALR1. L'analyse syntaxique s'applique à toutes les grammaires, c'est-à-dire il n'y a pas de condition, mis à part le fait que la table d'analyse doit être monodéfinie pour pouvoir appliquer l'analyseur. Maintenant, dans certains cas, elle n'est pas elle est multidéfinie, donc on peut trouver certains algorithmes pour la compléter. D'accord, on peut trouver un algorithme, donc je vais faire un exercice dans ce sens en présentiel, peut-être après les vacances, parce que la semaine prochaine, bon, on verra, soit c'est la semaine prochaine, soit c'est après les vacances. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, vous allez avoir votre interrogation. Le jeudi prochain, toute la section fait interrogation. Ça va être une interrogation qui va porter sur le chapitre théorie des langages et qui va porter sur l'analyse syntaxique. Désolé, madame. Quoi? Madame, vous pouvez décaler le... Non, ça ne veut rien dire. Une interrogation la veille d'un examen, ça ne veut absolument rien dire. Une interrogation, d'habitude, je la fais beaucoup plus tôt. D'habitude, je fais 2 interrogations. Dès que je termine la partie THL, je fais une première interrogation. Et quand je fais la syntaxique, je fais une 2e interrogation. Il m'est arrivé même de faire une 3e interrogation juste après les formes intermédiaires. Ah, madame, mais 3, un peu bizarre. Là, mais je suis bizarre, là. J'aimerais bien te voir. Non, mais je suis bizarre. Au contraire, c'est des petites interrogations que je fais d'habitude d'une demi-heure. En fait, pas toutes les années. Ça fait 2 ans ou là, quand les étudiants. Madame, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Oui, bien sûr. Le principe d'une interrogation, c'est que tu vois, après la fin de chaque chapitre, tu fais une petite interrogation de 20 minutes, d'une demi-heure, pour voir si les étudiants ont compris. Donc, si l'étudiant a fait les cours avec toi et a fait les TD avec toi et il a révisé, c'est rapide. Ça va être une petite interrogation et ça va lui permettre de gagner. C'est des petites interrogations, ce n'est pas des examens. On lit, madame. Ça ne peut que l'aider. On lit les interrogations. Là, on lit. Arrête, c'est quoi cette question?
سقسيتك منيتي مدام إذا أونلاين لا بريزونسيال. Un étudiant en informatique en L3, ISIL, section A, qui parle à Madame Gharbi, il lui pose cette question. S'il te plaît, c'est quoi ce en ligne? Moi, je suis contre le principe de en ligne. On est en train d'enseigner en ligne parce qu'on a reçu des instructions. Moi, personnellement, si ce n'était pas un enseignement en noir, j'aurais fait cours chaque semaine avec vous. Mais j'aime pas contredire l'administration. Donc, on est en train d'enseigner en ligne. Je fais tout mon possible pour que les étudiants puissent comprendre et suivre. Mais un examen en ligne, ça ne veut absolument rien dire. Tu vas encourager le copillage et les copieurs. Et ceux qui ne copient pas se sentiront lésés. لا مدام حنا نخافوا ربي ما نكوبيوش. خلاص بيسك نخافوا كان ربي نديروه en présentiel باش il y aura même pas هذاك الشك ولا le doute ولا rien du tout. On sera. Du coup, madame, ça sera le jeudi prochain. Du coup, ça sera le jeudi prochain. C'est-à-dire, il n'y aura pas l'analyse ascendante. Ok, madame. Parce que D'accord. vraiment, on est un peu surchargé cette semaine. Je sais. Et vous allez être encore surchargé. Donc, on va enlever ça de notre route et on va enlever ce problème. Le problème Madame. Oui. Bon, Madame, s'il vous plaît, قلت لنا كاين غير ascendante تما lexical ولا ascendante وخلاص. Là, j'ai dit, il y aura THL et la descendante. THL ou descendante, برك في l'intérieur. Oui. Ok. Voilà. Et après les vacances, si on a le temps, on va rajouter encore une interrogation sur sémantique. On travaillera. D'accord? Moi, je suis pour le travail et j'aime bien travailler avec les gens, les travailleurs. Donc, pour l'instant, on fera une interrogation d'une petite heure sur le THL, donc tout ce qui est automate, grammaire, plus l'analyse descendante. Allez, je vous ai enlevé beaucoup de choses. Travailler, c'est le plus important. S'il n'y a plus de questions sur l'analyse syntaxique, donc la semaine prochaine, on se retrouve à 13h. Est-ce que vous avez réglé le problème, l'emploi du temps avec Madame GL, avec Nadia? أوقاف شارجي مدام emploi du temps. Non. Est-ce qu'elle devait changer la séance du jeudi après-midi? Elle devait la faire monter pour la matinée. Elle l'a fait ou pas encore? Oui, madame, elle a fait. Elle a fait? Oui, madame. Ça veut dire que jeudi après-midi, tout le monde est libre. Donc, jeudi après-midi, vous n'avez que compile. En présentiel? Et en présentiel, oui. Non, madame, en présentiel, elle ne nous a rien dit. Elle vous a rien dit. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé de salle. D'accord. Ok. Donc, on se retrouve à 13h. Le premier groupe, il commencera par faire son interro. Et ensuite, l'autre groupe, quand il terminera GL, il fera son interro. Voilà. Allez, on commence un nouveau chapitre. Donc, j'explique. Donc, quand vous analysez un programme source, quand vous lancez la compilation d'un programme source, il y a toujours l'analyse lexicale, donc pour décortiquer, pour décomposer votre programme source en entités lexicales. Et pour reconnaître ce qu'on appelle l'analyse lexicale, c'est pour la reconnaissance des entités lexicales. Et juste après vient l'analyse syntaxique qui permet de vérifier si ces entités lexicales sont écrites dans le bon ordre, c'est-à-dire est-ce que syntaxiquement c'est bien écrit, c'est-à-dire si les parenthèses sont à la bonne place, si j'ai la condition après le if, etc. C'est ce que fait l'analyse LR, LALR, LL, tout ça, c'est vérifier ça. Et juste après vient l'analyse sémantique. Donc l'analyse sémantique, elle doit vérifier le côté sémantique. Donc c'est quoi le côté sémantique? Le côté sémantique, c'est-à-dire c'est... Attendez, je vais partager. Et
Voilà, je vais partager cet écran d'abord. Donc, l'analyse sémantique, donc il y a certains qui l'appellent analyse sémantique, il y a d'autres qui l'appellent la traduction dirigée par la syntaxe. C'est exactement la même chose. Donc la traduction dirigée par la syntaxe ou la sémantique, qu'est-ce qui se passe dedans? Attendez, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dedans? Le but de l'analyse sémantique, c'est tout simplement de donner un sens. De donner un sens. Parce que quand tu écris, par exemple, if A égale à 3 points, je ne sais pas, if A égale à 1 ou bien A égale à 0, bon, par exemple, la valeur 12 égale à la valeur 15, ça, c'est-à-dire, syntaxiquement, c'est correct, parce que tu as mis un si, tu as mis un if, tu as mis une parenthèse, tu as mis des conditions, tu as mis le ou, tu as mis ce qu'il fallait. Donc, syntaxiquement, c'est correct. Mais après, l'analyse lexicale, elle va s'intéresser au sens. Et quand on dit au sens, c'est tout ce qui est en rapport avec la mémoire, tout ce qui est en rapport avec les déclarations, tout ce qui est en rapport avec la compatibilité de type. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette analyse lexicale, sémantique plutôt? À chaque fois, donc je parle des langages fortement typés. C'est quoi les langages fortement typés? C'est-à-dire les langages où tu dois déclarer. C'est les langages que vous avez manipulés. Ce n'est pas comme le PHP. Le PHP, par exemple, il n'y a pas de déclaration. Ce que vous ferez en S2. Il n'y a pas de déclaration. Puisqu'il n'y a pas de déclaration en PHP, il n'y aura pas de souci de déclaration, il n'y aura pas d'erreur. Le PHP, comment il travaille? Parce que vous pouvez vous poser la question. Bon, à la limite, quand vous avez fait le langage C, on vous a appris, on vous a dit en première année, toute déclaration de variable implique la réservation d'un espace mémoire c'est-à-dire qu'il y a comme taille, dans la taille, et en rapport avec le type que vous avez utilisé dans la déclaration. C'est-à-dire si tu as déclaré avec le type entier, il va te réserver 4 octets. Tu as déclaré avec un réel, c'est telle taille. Avec un short, c'est telle taille, etc. etc. Le PHP, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple, il ne se casse pas la tête. Il se dit, la première utilisation de la variable, par exemple x, je lui ai donné la valeur 3, il lui réserve un entier. X, je lui ai donné la valeur, le caractère A, il lui réserve l'équivalent d'un caractère. Je lui ai donné la valeur 3.14, il lui réserve l'équivalent d'un réel, d'un float. D'accord? Donc, ça, c'est des langages qui ne sont pas fortement typés. Maintenant, dans les langages qui sont fortement typés, où la déclaration est nécessaire, c'est la sémantique qui vérifie. La sémantique doit vérifier, à chaque fois qu'elle trouve une variable, elle doit déclencher l'exécution d'une routine sémantique. On va apprendre à écrire des routines sémantiques. C'est quoi les routines sémantiques? Ce sont des fonctions. D'accord? C'est des fonctions, des procédures, donc on va dire fonctions, donc, qui vont vérifier la sémantique. Donc, retenez une chose, c'est que à chaque fois qu'une variable que tu écris toi, autant que programmeur, une variable, sache que le compilateur, au stade de l'analyse sémantique, il va déclencher pour chaque variable une routine sémantique. Qu'est-ce qu'elle fait, cette routine sémantique ou cette fonction de vérification sémantique? Elle va vérifier si, première chose, ta variable, tu l'as déclarée. Comment il va vérifier si ta variable, tu l'as déclarée? N'oubliez pas, il y a là la TS, il y a la table des symboles. La table des symboles, qu'est-ce qu'elle contient? Je vous ai expliqué, premier cours, quand on a fait l'analyse lexicale, dès qu'on a démarré la compilation, je vous ai expliqué comment fonctionne l'analyse, la table des symboles. Dans la table des symboles, c'est-à-dire, dès que tu commences l'analyse lexicale, à chaque fois que tu reconnais, à chaque fois qu'il y a une reconnaissance d'une entité lexicale, elle est insérée dans la TS. Et après, dans la TS, il faut toujours prévoir un type. Tu ne vas pas
prévoir la colonne type pour les mots-clés. Ce que je vous ai dit, du point de vue pratique, on ne va pas installer ou on ne va pas concevoir une table des symboles commune pour toutes les entités lexicales. Je vais avoir une table, c'est-à-dire des petites tables de symboles. D'accord? La TS, une TS pour les mots-clés, Oui, Ahmed Touche, recharge عليه. une TS pour les mots-clés, une TS pour les identificateurs, une TS pour les séparateurs, et donc une TS pour chaque type. Donc, à partir de là, toi, quand il est question, tu as trouvé une variable, il y a le champ type sémantique. Donc, toute variable a un type. Donc, quand tu vas rencontrer, c'est-à-dire quand tu es sur la déclaration de la variable, tu mets son type dans la case correspondante. Et donc, au niveau des instructions, à chaque fois que le compilateur rencontre une variable, donc un IDF, il va chercher dans la TS des IDF. S'il ne trouve pas carrément la ligne de cette... il ne risque pas de ne pas la trouver, en fait. Il risque pas de ne pas trouver la ligne. Parce que, est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il risque de ne pas trouver cet identificateur dans la TS? Oui, bien sûr, madame. Non, tu m'as entendu. Est-ce qu'il risque de ne pas trouver? En réalité, il va la trouver, madame. Non, il risque pas. Ben, il risque pas. Celui qui a dit il va la trouver, explique-moi. Madame, Oui. parce que puisqu'en analyse lexicale, on va rajouter l'élément dans la table. Attends, Aoud reprend. Non, laisse-le parler. Madame, pendant l'analyse lexicale, Oui. madame, lorsque notre programme, il va détecter, il va reconnaître l'élément, enfin l'entité lexicale. L'identificateur. Oui, voilà, il va la rajouter dans la TS. Très bien. Ça veut dire qu'il l'a rajouté dans la TS, même si elle n'a pas été déclarée. Parce que l'analyse lexicale se fait avant l'analyse sémantique. Donc, dans l'analyse lexicale, on met toutes les entités. Supposons que tu as déclaré une variable qui s'appelle X. Tu l'as déclarée. Il va la mettre. Supposons que tu n'as pas déclaré la variable Y. Tu n'as pas déclaré, mais tu l'as utilisée. L'analyse lexicale, elle a parcouru tout le programme, les déclarations et les instructions. Et donc, à chaque fois, l'analyse lexicale, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois qu'elle trouve un identificateur, elle le vérifie. S'il est correct, hop là, elle le met dans la TS. Ça veut dire qu'elle a mis dans la TS le X et le Y, celui qui a été déclaré, celui qui n'a pas été déclaré. Après, vient l'analyse syntaxique. L'analyse syntaxique, elle a mis le type à côté de la variable. Et donc, quand j'arrive à l'analyse sémantique, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois que je trouve une variable, attendez, on va accepter les retardataires. Donc, je disais, après, à chaque fois... Comment? Oui. Non, rien, madame. Donc, je disais, donc, puisque tu as mis toutes les entités, ce que j'essaie de vous dire, c'est pour ne pas faire long. Quand tu arrives à l'analyse sémantique, toutes les entités lexicales sont dans l'ATS. J'appelle, et l'ATS, la TS qui contient, la partie de l'ATS qui contient les identificateurs, a un champ qui s'appelle type. C'est le type. Ce type-là, il va être rempli si la variable a été déclarée. Mais si la variable n'a pas été déclarée, ce type sera vide. Et donc, comment je vais signaler le problème de non-déclaration d'une variable? Je vais tout simplement chercher cette variable dans la TS. D'ailleurs, au niveau des routines sémantiques, de nos fonctions qu'on va apprendre à écrire, on va faire une recherche. On va faire appel à une fonction lookup. Cette fonction lookup, elle va nous faire une recherche dans la TS. Quand elle va faire une recherche, c'est sûr qu'elle va trouver l'identificateur.
Elle va Madame, le... désolé, j'ai une question, sans être indiscret. C'est quoi ce module, madame? Comment? C'est quoi ce